Sous le ciel pâle d'une aube fraîche à Gahanna, Ohio, une injustice se déroulait, aussi brutale qu'inattendue, comme une tache sombre sur la toile d'une journée ordinaire. Élise Moreau, sergente réserviste de l'armée, se tenait fière dans son uniforme impeccablement repassé, son nom cousu sur sa poitrine, symbole d'une discipline forgée par 12 années de service. Ce matin-là, alors qu'elle s'arrêtait à une station-service pour faire le plein avant un week-end d'entraînement, 2 officiers de police, aveuglés par leurs préjugés, la menottèrent, l'accusant de se faire passer pour une militaire. Ce qui suivit fut une tempête de colère contenue, de dignité inébranlable et d'une quête de justice, déclenchée par un simple appel téléphonique qui allait tout changer. Élise connaissait chaque virage de cette route de banlieue, chaque panneau tordu, chaque nid de poule qui jalonnait le chemin entre son quartier modeste et la base militaire de Whitehall. Sa Toyota RAV4 vert foncé, un modèle de 2014 qu'elle entretenait avec soin, roulait doucement dans la lumière naissante, son réservoir presque vide. Elle s'arrêta à la station-service Saint-Clair sur Morse Road, un lieu sans prétention niché entre un Dollar Général et une rangée de boutiques aux volets obéissés, où l'odeur d'essence se mêlait à celle du café bon marché servi à l'intérieur. En uniforme, ses bottes lacées avec précision, son sac militaire soigneusement rangé sur la banquette arrière, Élise glissa sa carte bancaire dans la pompe à essence, sélectionna l'essence sans plomb et attendit que le réservoir se remplisse. Elle ouvrit une barre protéinée, mordit dedans distraitement et consulta son téléphone. Un message de sa mère, Colette, s'affichait. « Fais attention, ma chérie. » Comme toujours avant un week-end d'entraînement, Colette s'inquiétait, un rituel qui arracha un sourire à Élise. Elle tapa une réponse rapide, « Tout va bien, maman », puis rangea son téléphone, ignorant le froid matinal qui lui mordait les joues. Elle n'avait pas remarqué la Chevrolet Tahoe blanche garée 2 pompes plus loin, ni les 2 officiers de police qui l'observaient depuis l'intérieur. Le plus jeune, l'officier Martin, un homme grand au crâne rasé et au regard nerveux, murmura quelque chose à son partenaire. L'officier Dupont, un homme plus âgé, trapu, caché derrière des lunettes réfléchissantes qui donnaient, à son visage une impassibilité inquiétante. Martin désigna Élise d'un geste du menton, et Dupont haussa les épaules, comme si tout cela lui importait peu. « Eh madame !» lança Martin d'une voix tranchante alors qu'Élise remettait le pistolet à essence dans son support. Elle se tourna, surprise, ses sourcils se fronçant légèrement. « Oui, officier ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais teintée d'une pointe de méfiance. « Pouvez-vous vous éloigner du véhicule ?» ordonna Martin, son ton plus accusateur qu'interrogatif. Élise cligna des yeux, perplexe. « Y a-t-il un problème ?» Martin croisa les bras, son regard dur. « Faites-le, c'est tout. » Le ton était sec, presque agressif, et Élise sentit son estomac se nouer, un pressentiment désagréable l'envahissant. Elle obéit néanmoins, s'écartant lentement de sa voiture, les mains bien visibles pour éviter tout malentendu. Dupont sortit alors de la Tahoe, restant en retrait, les bras croisés, son silence pesant comme une approbation tacite. Martin s'approcha, son pas décidé, son regard scrutant Élise de haut en bas. « Vous avez une pièce d'identité » demanda-t-il, comme si l'uniforme qu'elle portait, avec son nom cousu et ses insignes impeccables, n'était qu'un détail insignifiant. « Bien sûr » répondit Élise, glissant lentement la main dans la poche de son uniforme, ses mouvements délibérément mesurés. « Je suis en route pour la base. Réserviste de l'armée. » Elle tendit sa carte militaire dans une main et son permis de conduire dans l'autre, les présentant avec une assurance tranquille. Martin y jeta un coup d'œil rapide, à peine une seconde, avant de les lui rendre d'un geste désinvolte. « Cet uniforme, ce n'est pas un déguisement, n'est-ce pas » lança-t-il, un sourire narquois étirant ses lèvres. Élise sentit une bouffée de colère monter en elle, mais elle la réprima, son visage restant impassible. « Qui a dit que c'en était un » répondit-elle, sa voix ferme mais contenue. Martin ignora la remarque, son regard se durcissant. « On a reçu un appel. Quelqu'un qui traîne ici, agissant de manière suspecte. On fait notre boulot. » Élise le fixa, notant l'absence totale d'expression chez Dupont, qui observait la scène sans intervenir. « Vous pensez que je fais semblant d'être militaire » demanda-t-elle, sa voix plus tranchante maintenant, bien que toujours maîtrisée. Martin ne répondit pas directement.
Il s'approcha encore, envahissant son espace. Tournez-vous. Main derrière le dos. Élise cligna des yeux, incrédule. Vous me mettez en état d'arrestation? Martin haussa la voix, son ton devenant presque menaçant. C'est un ordre légal. Tournez-vous. Élise chercha le regard de Dupont, espérant y trouver une once de raison, un signe qu'il pourrait calmer son collègue, mais il se contenta de hocher la tête, un geste froid qui scella son approbation. Les poings d'Élise se serrèrent un instant, puis elle se tourna lentement, son cœur battant à tout rompre. Vous savez que c'est une erreur. Murmura-t-elle, sa voix basse mais lourde de certitude, et ça va vous coûter cher. Les menottes claquèrent autour de ses poignets, trop serrés, mordant dans sa peau. Elle grimaça légèrement mais refusa de leur donner la satisfaction d'une plainte. À cet instant, une voix s'éleva depuis la station-service. Et, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est en uniforme. C'était Amélie, une employée de la station, une jeune femme aux cheveux bruns attachés en queue de cheval, qui sortait de la boutique, son tablier taché d'huile. Elle avait observé toute la scène depuis la caisse, son indignation grandissant à chaque seconde. Un autre témoin, Pierre, un chauffeur de camion au visage buriné, gara son véhicule à quelques mètres et sortit son téléphone, commençant à filmer. « Laissez-la tranquille !» cria-t-il, sa voix rauque portant à travers le parking. Martin se retourna, visiblement agacé. « Reculez !» aboya-t-il, mais la foule, bien que petite, commençait à se former. Une femme en blouse médicale, Sophie, qui venait de terminer son service à l'hôpital, s'approcha, son sac à l'épaule. « Vous avez vu son uniforme. Pourquoi vous faites ça ?» lança-t-elle, son ton mêlant colère et incrédulité. Dans la voiture de police, Élise, menottée à l'arrière, garda la tête haute, son menton relevé malgré l'inconfort. L'odeur de vinyle usé et de sueur emplissait l'habitacle, et la portière claqua derrière elle avec une finalité brutale. Elle fixa Martin à travers la vitre en plexiglas, observant son attitude arrogante alors qu'il inspectait sa voiture comme s'il venait de résoudre une affaire criminelle. Dupont, lui, restait près de la voiture, les bras croisés, son regard balayant la station-service avec un ennui apparent. Élise parla, sa voix assez forte pour traverser la barrière. « Je veux appeler mon commandant. » Martin, sans se retourner, ricana. « Vous aurez votre appel au poste. C'est comme ça que ça fonctionne. » Élise redressa les épaules, sa voix devenant plus ferme. « Cet uniforme me donne le droit de contacter ma base immédiatement si je suis détenu. » Martin pivota enfin, ses yeux plissés. « Bossezas. Vous êtes soupçonné d'usurpation d'identité militaire. C'est une infraction fédérale. Restez tranquille. » Élise ne scia pas, son regard planté dans le sien. « Vous avez vu mes papiers. Mes plaques militaires sont visibles sur la voiture. Vous m'avez menotté quand même. Pourquoi ?» Martin la fixa un instant, comme s'il envisageait une réponse, puis se détourna sans un mot. Dehors, la tension montait. Amélie criait maintenant, son tablier froissé dans ses mains. Elle a montré ses papiers? Vous n'avez pas le droit. Pierre continuait de filmer, son téléphone capturant chaque instant, tandis que Sophie, la femme en blouse, dénonçait l'injustice à voix haute, attirant l'attention d'autres passants. Élise, elle, bougea légèrement pour attraper son téléphone, que Dupont avait laissé tomber sur ses genoux après un moment d'hésitation, marmonnant un « faites vite » à peine audible. Avec ses poignets menottés, elle manœuvra maladroitement, tapant sur l'écran avec le côté de son pouce. 2 gestes rapides, un numéro composé. La ligne sonna 2 fois. « Julien, c'est moi, dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Je suis menotté dans une voiture de police à Garana. Ils disent que je me fais passer pour une militaire. J'ai montré mes papiers, ils s'en fichent. » Une pause à l'autre bout de la ligne. Julien Dubois, colonel et mentor d'Élise, répondit avec une autorité calme mais inébranlable. « Qui sont les officiers ? » Pas de nom sur les badges. 2 types, Tao Blanche, station Saint-Clair sur Morse.
Je suis là dans 5 minutes, répondit Julien. Je contacte le commandement. Garde la ligne ouverte. Élise ne raccrocha pas, laissant le téléphone sur ses genoux, la connexion active. Dehors, Martin semblait de plus en plus nerveux. Il murmura à Dupont, « On a un problème. Quelqu'un a posté une vidéo. Ça circule sur Facebook. » Élise sentit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres, bien qu'elle le réprimât. 5 minutes, répéta la voix de Julien dans le téléphone, claire et ferme. La foule grossissait, les téléphones filmaient, et l'air vibrait d'une tension palpable, comme une étincelle prête à embraser tout ce qui l'entourait. Élise, immobile, savait que ce n'était que le début, et que son calme, sa discipline, allaient devenir une arme plus puissante que les menottes qui serraient ses poignets. La vidéo d'Élise Moreau, menottée en uniforme militaire, éclata sur les réseaux sociaux comme une flamme dans une forêt sèche, embrasant les cœurs et les esprits à Gahana et bien au-delà. Ce qui n'était qu'un incident isolé à une station-service devint une tempête médiatique, un cri d'injustice qui résonna dans les foyers, les rédactions et les salles de réunion. Élise, fidèle et à la discipline qui avait forgé ses 12 années de service, choisit le silence face aux caméras, mais son calme parlait plus fort qu'un discours enflammé. Chaque regard, chaque mot qu'elle avait prononcé dans cette voiture de police portait une vérité implacable, et cette vérité, capturée par les téléphones des témoins, devint une arme redoutable. À la station Saint-Clair, la foule s'était dispersée, mais l'écho de l'humiliation d'Élise continuait de vibrer. Julien Dubois, colonel respecté et mentor d'Élise, n'avait pas perdu une seconde après son appel. Assis dans son bureau, une tasse de café noir à peine entamée posée sur la table, il composa un numéro avec une détermination froide. « Centrale, ici le colonel Julien Dubois, » dit-il, sa voix grave et autoritaire. Je veux de la localisation des officiers Martin et Dupont. Ils ont arrêté une de mes soldates, sergente Élise Moreau, à la station Saint-Clair sur Morse Road. Elle est en uniforme, avec des papiers en règle, et ils l'ont menottée pour usurpation d'identité militaire. Le dispatché, un jeune homme à la voix hésitante, tenta de temporiser. « Monsieur, nous ne donnons pas ce genre d'informations sans. » Julien le coupa net. « Je ne demande pas une faveur, je demande une confirmation. Vous avez 2 minutes, sinon mon prochain appel ira au conseil municipal, et je ferai vérifier les caméras de surveillance. » Il raccrocha, déjà en train de composer un autre numéro, celui d'un contact au sein du bureau des affaires publiques de la base. « Préparez une déclaration. Une de mes soldates a été humiliée en public. Je veux que ça bouge, et vite. » Pendant ce temps, à la station-service, un lieutenant noir, François Leroux, arriva sur les lieux dans une voiture de patrouille, alerté par un message urgent de Julien. Il avait visionné la vidéo postée par Pierre, le chauffeur de camion, qui circulait déjà à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. En s'approchant de la Chevrolet Tahoe, il tapa à la vitre du côté conducteur, où Dupont était assis, l'air mal à l'aise. « Sergente Moreau ?» demanda François en ouvrant la portière arrière. Élise, toujours menottée, hocha la tête, son regard ferme malgré la fatigue qui commençait à peser sur ses épaules. « Le colonel Dubois m'a contacté et dit François. J'ai vu la vidéo. On règle ça tout de suite. » Il défit les menottes avec précaution, ses gestes contrastant avec la brutalité de Martin. Élise se leva, frottant ses poignets endoloris, et fixa les 2 officiers. Martin, qui venait de revenir vers la voiture, évita son regard, tandis que Dupont marmonna quelque chose d'incompréhensible. « Vous n'êtes pas désolé, » lança Élise, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Vous êtes juste pris la main dans le sac. » Elle se tourna vers François. « Merci. Lieutenant. » Dehors, la foule s'était clairsemée, mais les téléphones continuaient de filmer. Pierre, le chauffeur, rangea son appareil, satisfait d'avoir capturé l'essentiel. Amélie, l'employée de la station, s'approcha timidement d'Élise. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. « J'ai tout vu. Ce n'était pas juste. » Élise lui adressa un léger sourire. « Merci d'avoir parlé. Ça compte. » Sophie, la femme en blouse médicale, s'avança à son tour, son indignation toujours palpable. « J'ai appelé une amie journaliste, dit-elle.
Ça ne va pas s'arrêter là. Élise hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Julien, à la promesse des 5 minutes et à la tempête qui se préparait. La vidéo de Pierre, un montage brut de 90 secondes montrant Élise, calme et digne, face à l'agressivité de Martin, avait déjà dépassé les 200 000 vues sur Twitter. Les hashtags « Justice pour Élise » et « Qu'elle respectait l'uniforme » commençaient à envahir les réseaux, relayés par des anonymes, des militants et même des soldats de la base de Whitehall. Dans une rédaction du Columbus Dispatch, Claire Lefebvre, une jeune journaliste ambitieuse, tomba sur la vidéo en parcourant son fil Twitter. Les images la frappèrent immédiatement, une femme en uniforme militaire, menottée sans raison apparente, face à un officier dont l'arrogance crevait l'écran. Claire appela son rédacteur en chef, son ton vibrant d'excitation contenue. Une militaire menottée à tort à Gahanna. Je creuse ? La réponse fut immédiate, vas-y, mais sois rapide. Claire contacta Amélie, qui lui raconta en détail l'attitude de Martin, son refus d'écouter Élise, et le silence complice de Dupont. Pierre, joint par téléphone, envoya une copie de sa vidéo et ajouta « Elle n'a rien fait de mal. Elle était juste là, en train de mettre de l'essence. » Sophie, la femme en blouse, fournit un témoignage vibrant, décrivant la dignité d'Élise face à l'humiliation. Elle n'a pas crié, pas pleuré. Elle leur a tenu tête avec un calme qui m'a donné des frissons, dit-elle à Claire. À la base, l'atmosphère était électrique. Les soldats, informés par les réseaux sociaux, étaient furieux. 12 ans de service, et on la traite comme une criminelle ? S'indigna un caporal dans la salle commune. Un autre, un vétéran grisonnant, secoua la tête. Si elle avait été blanche, il n'aurait même pas sorti les menottes. Élise, rentrée chez elle après l'incident, refusa les interviews. Julien, qui l'avait rejointe à la station pour s'assurer qu'elle allait bien, tenta de la convaincre de parler. Les gens veulent entendre ta version, dit-il, assis sur le canapé de son petit salon. Élise secoua la tête. Je veux la justice, pas la gloire. Les images parlent d'elles-mêmes. Julien hocha la tête, respectant sa décision, mais il savait que le silence d'Élise ne ferait qu'amplifier l'impact de son histoire. Il avait déjà envoyé la vidéo au bureau des affaires publiques de la base, au chef de la police de Gahanna et à un ami au conseil municipal. Les images des caméras corporelles et des officiers, obtenues grâce à ses contacts, confirmèrent ce qu'Élise avait dit. Martin, hors caméra, avait murmuré à Dupont, elle a l'air d'une fausse vétérane. Dupont avait répondu, vrai ou pas, elle a une attitude. Ces mots, capturés par un micro, devinrent la preuve accablante de leur faute. Le soir même, Élise reçut un message d'Amélie. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait, écrivait-elle. Vous êtes restée forte, même menottée. Élise lut le message, touchée, mais ne répondit pas immédiatement. Une autre lettre arriva, glissée sous sa porte, écrite à la main par une jeune recrue nommée Camille, 18 ans. J'ai vu la vidéo, écrivait-elle. J'avais peur de m'enrôler, mais votre calme m'a donné du courage. Merci, sergente. Élise garda la lettre sur sa table de chevet, son cœur serré par l'impact inattendu de son silence. Pendant ce temps, Martin et Dupont furent suspendus. Le chef de la police, sous pression, tenta de minimiser l'affaire lors d'une brève déclaration. Nous enquêtons sur l'incident, dit-il, mais ses mots sonnaient creux face à la colère publique. Les hashtags continuaient de se multiplier, et Claire Lefebvre publia un article cinglant dans le Columbus Dispatch, intitulé « Une militaire menottée à tort, l'injustice à la station Saint-Clair ». Elle cita Amélie, Pierre et Sophie, et inclut des extraits de la vidéo, qui dépassait maintenant les 300 000 vues. Sur Twitter, des journalistes locaux et nationaux partageaient l'article, et des associations de vétérans appelaient à une réforme des pratiques policières. À la base, les soldats organisaient une réunion informelle pour discuter de l'incident. Ce n'est pas juste pour Élise, dit une lieutenante, les poings serrés. Mais c'est aussi pour nous tous. On porte cet uniforme avec fierté, et ils l'ont sali. Julien, présent à la réunion, prit la parole. Élise ne veut pas de projecteur,
mais elle veut du changement. Soutenons-la en faisant entendre nos voix. Élise, chez elle, alluma la télévision et vit son visage sur une chaîne locale. Elle éteignit immédiatement. Elle n'avait pas besoin de voir les images pour revivre chaque seconde, le claquement des menottes, le regard narquois de Martin, le silence de Dupont. Mais elle pensait aussi à la voix de Julien au téléphone, à la colère contenue d'Amélie, à la caméra de Pierre. Elle n'était pas seule. Et cela, plus que tout, lui donnait la force de continuer. Alors que la nuit tombait sur Gahanna, la tempête médiatique ne faisait que commencer, et Élise, au cœur de cette tourmente, restait une figure de calme, une flamme qui refusait de s'éteindre, prête à éclairer un chemin vers la justice. Les manchettes s'étaient éteintes, emportées par le vent rapide des cycles médiatiques, mais l'écho de l'histoire d'Élise Moreau persistait, comme une note grave résonnant dans les rues de Gahanna, Ohio. Ce qui avait commencé comme une humiliation brutale à une station-service s'était transformé en un catalyseur de changement, un murmure puissant qui s'infiltrait dans les consciences. Élise, fidèle à sa nature réservée, reprit sa routine militaire avec la même discipline qui l'avait soutenue face aux menottes et aux regards accusateurs. Pourtant, quelque chose en elle, et autour d'elle, avait changé à jamais. Son uniforme, toujours impeccablement repassé, semblait porter un poids nouveau, non pas celui de la honte, mais celui des attentes, des espoirs et d'une responsabilité qu'elle n'avait pas choisie mais qu'elle assumait désormais avec une force tranquille. À la base de Whitehall, les regards des autres soldats avaient subtilement évolué. Certains la saluaient avec un respect plus marqué, un hochement de tête plus long, un silence chargé de reconnaissance. D'autres, moins à l'aise, détournaient les yeux, comme si sa présence rappelait une vérité inconfortable. Élise ne cherchait pas à trier ses réactions. Elle marchait, tête haute, ses bottes résonnant sur le sol de la caserne, son sac militaire jeté sur l'épaule. Un matin, alors qu'elle traversait la cour pour rejoindre une session d'entraînement, un jeune soldat, Lucas, s'approcha timidement, son béret serré entre ses mains. Âgé de 19 ans, il avait les joues encore marquées par l'adolescence, mais ses yeux portaient une gravité inattendue. « Sergente Moreau, est-ce que ça devient plus facile ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'une sincérité désarmante. Élise s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. Elle aurait pu lui offrir une réponse rassurante, un mensonge réconfortant, mais ce n'était pas son genre. « Non, Lucas, répondit-elle doucement, mais tu deviens plus fort. » Le jeune homme hocha la tête, comme s'il absorbait chaque mot, puis murmura un « merci » avant de s'éloigner. Élise le suivit du regard, sentant une chaleur discrète s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la fierté, mais quelque chose de plus profond, une connexion silencieuse avec ceux qui, comme elle, portaient l'uniforme avec tout ce qu'il impliquait. À Gahanna, le département de police, sous la pression des médias et des protestations, avait agi rapidement. Les officiers Martin et Dupont, suspendus dans l'attente d'une enquête, furent finalement licenciés. Une déclaration officielle, lue par le chef de la police lors d'une conférence de presse, annonça de nouvelles mesures. Une vérification obligatoire des cartes d'identité militaires avant toute action, des formations renforcées sur les biais inconscients et un programme de liaison avec les bases militaires locales. Julien Dubois, le colonel qui avait orchestré la réponse immédiate à l'incident, envoya un message à Élise pour l'informer. C'est un début. Écrivit-il. Pas si parfait, mais c'est du concret. Élise, assise à la table de sa cuisine, lut le message en buvant un café noir, son rituel matinal. Elle répondit simplement. Tant que les gens se souviennent, ça suffira. Quelques jours plus tard, alors qu'elle faisait ses courses à l'épicerie du coin, Amélie, l'employée de la station-service, l'interpella près du rayon des fruits. Ses cheveux bruns étaient indétachés, et son tablier avait laissé place à un pull bleu marine. « Sergente Moreau » lança-t-elle, un sourire nerveux sur les lèvres. « Je voulais juste vous dire. Votre histoire, elle a changé des choses ici. Les gens parlent, ils questionnent. Même mon patron a installé des caméras supplémentaires à la station. » Élise, surprise par cette rencontre, esquissa un sourire. « Merci, Amélie. Ce que vous avez fait ce jour-là, parler, filmer. Ça a compté.
Aussi qui était ça passé au c'est coquette, Amélie rougit légèrement. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais vous, vous êtes resté si calme. Je ne sais pas comment vous avez fait. Élise haussa les épaules, son regard se perdant un instant sur les pommes alignées dans les cagettes. On fait ce qu'on doit faire, répondit-elle, mais ces mots portaient une vérité plus profonde, celle d'une femme qui avait appris à tenir bon face à l'adversité. Lors d'un événement de recrutement organisé à la base, Élise choisit de rester en retrait, laissant les officiers plus expérimentés parler aux jeunes aspirants. Elle observait depuis le fond de la salle, son uniforme impeccable, ses bras croisés. Une adolescente, Zoé, s'approcha discrètement, ses cheveux tressés et ses yeux brillants de curiosité. « C'est vous, n'est-ce pas » murmura-t-elle, comme si elle craignait de briser un sortilège. Élise la regarda, un sourcil levé. « Qui ? Ojo » Zoé sourit, un peu intimidée. « Celle de la vidéo. Celle qui n'a pas baissé les yeux. » Élise resta silencieuse un instant, puis répondit. « Je suis juste moi. » Zoé hocha la tête, comme si cette réponse suffisait. « Moseoé, ça suffit » dit-elle avant de rejoindre le groupe, un éclat de détermination dans son regard. Cet échange, simple et fugace, resta gravé dans l'esprit d'Élise. Elle n'avait jamais cherché à être un symbole, mais elle comprenait maintenant que son silence, sa dignité, avaient touché des vies qu'elle n'aurait jamais imaginées. Julien, lors d'une visite chez elle, lui montra une photo sur son téléphone. C'était une pancarte brandie lors d'une manifestation dans une ville voisine, « Nous nous souvenons de la sergente Moreau. » Plus jamais. Quelqu'un avait ajouté au marqueur un simple mot, « Justice ». Élise fixa l'image, son cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Elle sauvegarda la photo sans un mot, mais Julien, qui la connaissait mieux que quiconque, posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il. Pas en criant, mais en tenant bon. Élise acquiesça, ses yeux se perdant dans la lumière douce du crépuscule qui filtrait par la fenêtre de son salon. « Ils essaieront encore, ailleurs, » murmura-t-elle. Julien hocha la tête. « Oui, mais maintenant, les gens regardent. » À la base, les changements étaient subtils mais palpables. Les saluts étaient plus appuyés, les conversations dans la salle commune plus graves. Une photo d'Élise en uniforme, prise lors d'un exercice précédent, fut accrochée dans la salle de courrier, accompagnée d'une note manuscrite, « Le respect ne se donne pas, il se souvient. » Personne n'avoua l'avoir placée là, mais personne n'avait besoin de le faire. Les soldats savaient. Élise, elle, continuait sa routine. Les exercices matinaux, les trajets jusqu'à la base, les repas partagés avec sa mère, Colette, qui ne manquait jamais de lui rappeler combien elle était fière. Une lettre arriva un soir, glissée dans une enveloppe blanche toute simple. Elle venait de Camille, la jeune recrue qui lui avait écrit après l'incident. « J'ai fini ma première semaine d'entraînement », écrivait-elle. « J'ai toujours peur, mais je pense à vous, à votre calme. Je veux être comme ça. » Élise sourit, prit un stylo et répondit d'une seule phrase. « Tu es déjà assez forte. » Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle repensa aux menottes, au silence oppressant de la voiture de police, aux regards des passants. Mais elle pensa aussi à la voix de Julien, à l'indignation d'Amélie, à la caméra de Pierre, à la question de Lucas, au courage de Zoé. Elle n'était pas seule, et cette vérité, simple mais profonde, suffisait à apaiser les nuits où le poids de l'incident revenait la hanter. À Garana, le conseil municipal mit en place un comité de liaison avec l'armée, une initiative soutenue par Julien et saluée par les associations de vétérans. Un nouvel officier, Reeves, qui avait remplacé Martin, envoya un message à Élise. « Je ferai mieux », écrivait-il. « Merci de nous avoir montré ce qui n'allait pas. » Élise ne répondit pas, mais elle garda le message, un signe que le changement, même lent, était possible. Les semaines passèrent, et l'histoire d'Élise devint une référence discrète mais puissante. Lors d'une formation à la base, un instructeur fit une pause avant de dire « C'est pour ça qu'on doit toujours faire attention. » Personne ne la regarda directement, mais tous savaient.
Élise avait cessé de corriger ceux qui la qualifiaient de courageuse. Ce n'était pas une question de courage, mais de refus de se laisser effacer. Son uniforme, qu'elle continuait de porter avec la même fierté, était désormais chargé d'une histoire plus grande qu'elle. Une histoire de résilience, de dignité, et d'un silence qui parlait plus fort que les cris. Et dans les rues de Ghana, dans les salles de formation, dans les cœurs de ceux qui avaient vu ou entendu son histoire, cet héritage silencieux continuait de résonner, un rappel que la justice, parfois, commence par une voix qui refuse de se taire. L'histoire d'Élise Moreau, une sergente réserviste humiliée à une station-service de Ghana, Ohio, est bien plus qu'un simple incident capturé par une vidéo virale. C'est une leçon puissante sur la résilience, la dignité et la force du silence face à l'injustice. En tant que Français, nous valorisons profondément les notions d'honneur, de justice et de solidarité, des valeurs incarnées par Élise dans sa manière de faire face à une situation où son identité et son service ont été remis en question de manière injuste. Cette histoire, bien que fictive, résonne avec une vérité universelle. La capacité d'un individu à rester fidèle à ses principes, même dans l'adversité, peut transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle d'une communauté entière. Voici mes réflexions sur cette histoire, les leçons qu'elle nous enseigne et comment elles peuvent être appliquées dans notre quotidien, suivi d'un appel à l'action pour soutenir cette narration percutante. L'image d'Élise, menottée en uniforme militaire, est à la fois choquante et inspirante. Ce qui frappe d'abord, c'est son calme et inébranlable. Face à l'arrogance et aux préjugés des officiers Martin et Dupont, elle n'a pas cédé à la colère ni à la peur. Ce choix, profondément ancré dans sa discipline de militaire, reflète une force intérieure que nous, en France, associons souvent à la notion de sang-froid, cette capacité à garder la tête haute même lorsque tout semble s'effondrer. Élise n'a pas cherché à se défendre avec des cris ou des protestations véhémentes, mais avec une dignité silencieuse qui a amplifié l'impact de son message. Ce contraste entre son calme et l'injustice qu'elle subissait a rendu la vidéo virale, car il a révélé une vérité crue, l'injustice prospère souvent dans l'indifférence, mais s'effondre face à la vérité exposée. Un autre aspect poignant est que la solidarité qui s'est manifestée autour d'elle. Amélie, Pierre, Sophie, et plus tard Julien, ont joué des rôles cruciaux, non pas en héros solitaires, mais en citoyens ordinaires, qui ont refusé de fermer les yeux. En France, nous avons une longue tradition de mobilisation collective, que ce soit dans les manifestations ou les mouvements citoyens. L'histoire d'Élise nous rappelle que la justice n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais d'une communauté qui choisit de s'unir pour défendre ce qui est juste. Les actions d'Amélie, criant son indignation, de Pierre, filmant l'incident, et de Sophie, alertant une journaliste, montrent que chaque geste, même petit, peut contribuer à un changement plus vaste. Enfin, l'impact durable de l'histoire d'Élise réside dans son silence. Elle n'a pas cherché la gloire médiatique, refusant les interviews pour se concentrer sur la justice. Cette retenue, cette humilité, est une qualité que nous admirons profondément dans la culture française, où l'héroïsme discret est souvent plus respecté que les éclats bruyants. Élise a laissé les faits parler d'eux-mêmes, et ce choix a donné à son histoire une authenticité rare, touchant des vies comme celle de Camille, la jeune recrue, ou de Zoé, l'adolescente inspirée. C'est une leçon d'élégance dans la lutte, parfois, la force ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on refuse de laisser effacer. La résilience face à l'injustice. Élise nous enseigne qu'il est possible de rester digne même dans les moments les plus humiliants. Dans nos vies, nous faisons tous face à des injustices, grandes ou petites, des jugements hâtifs, des discriminations, des malentendus. La leçon est claire, répondre avec calme et intégrité, comme Élise, peut transformer une situation d'oppression en une opportunité de vérité. Appliquons cela en gardant notre composure lors des conflits, en privilégiant la raison à la colère, et en défendant nos valeurs sans nous abaisser au niveau de ceux qui nous blessent. La puissance du silence. Le silence d'Élise n'était pas de la passivité, mais une arme stratégique. En France, nous apprécions l'art de la retenue, de l'éloquence mesurée. Cette leçon peut être appliquée dans nos interactions quotidiennes. Parfois, laisser les faits parler, plutôt que de chercher à se justifier bruyamment, peut avoir un impact plus profond. Dans une dispute, un courriel malveillant ou une critique injuste, prenons une respiration et laissons la vérité émerger d'elle-même. La solidarité communautaire, l'histoire d'Élise montre que le changement naît de l'action collective. Amélie, Pierre, Sophie, Julien, chacun a contribué à sa manière. En France, où la solidarité est une valeur cardinale,
nous pouvons tirer de cette histoire l'importance de ne pas rester spectateur. Que ce soit en soutenant un collègue victime d'injustice, en dénonçant d'une pratique discriminatoire ou en participant à une cause sociale, chaque geste compte. Ensemble, nous sommes plus forts. L'impact des petites actions. La vidéo de Pierre, les cris d'Amélie, le témoignage de Sophie, ces gestes, apparemment anodins, ont déclenché une révolution. Cela nous rappelle qu'aucune action n'est trop petite pour faire une différence. Dans notre vie quotidienne, écrire une lettre de soutien, partager une idée, ou simplement écouter quelqu'un peut changer une trajectoire. Comme Élise, nous pouvons inspirer sans le savoir, par des actes simples mais significatifs. Dans la culture française, où l'élégance et la réflexion sont des piliers, l'histoire d'Élise nous invite à cultiver une force intérieure qui ne se plie pas face à l'adversité. Face à une injustice au travail, à l'école ou dans la rue, adoptons la dignité d'Élise, en répondant avec calme et en nous appuyant sur des faits. Prenons l'habitude de soutenir ceux qui sont injustement traités, comme Amélie et Pierre l'ont fait, en utilisant nos voix, nos téléphones, ou nos réseaux pour amplifier la vérité. Enfin, souvenons-nous que le silence peut être une arme, mais seulement s'il est accompagné d'actions concrètes, écrire, parler, agir, pour défendre ce qui est juste. Élise nous montre que la justice n'est pas un cri, mais une présence constante, une voix qui refuse de s'éteindre. Cette histoire d'Élise Moreau n'est pas seulement une narration, c'est un appel à réfléchir et à agir. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré à défendre la justice et la dignité, montrez votre soutien. Likez la vidéo pour amplifier son message, partagez-la avec vos amis et votre famille pour ouvrir la conversation, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de la justice, comme Élise l'a fait, et faire une différence, un geste à la fois.